Bonjour à tous, bienvenue au second webinaire des doctorants en géotechnique organisé par le CFMS. Donc c'est un rendez-vous bisannuel qu'on installe dans le temps et qui a pour objectif en fait de permettre d'offrir aux doctorants au cours de leurs travaux, parce que d'habitude on les voit plutôt les doctorants au moment des JNGG ou du prix Kirezel. Là, c'est en cours de réalisation de leurs travaux de recherche et une première opportunité d'échanger avec la communauté du CFMS. Donc les modalités seront précisées par Alexandre tout de suite. Là. Et donc avant d'aller plus loin et de passer aux présentations, je tiens quand même à remercier le CFMS Jeunes qui organise l'événement et qui organise ça très bien et qui va se charger de la modération à travers Alexandre. Donc merci et puis bon webinaire, bonne présentation. Alexandre. Oui, bonjour à tous. Donc, bienvenue encore à ce deuxième webinaire doctorat en géotechnique. Donc, vous voyez affiché à l'écran donc les programmes de la journée, donc qui comprend 5 présentations. Donc, chacune, c'est 15 minutes de présentation par les doctorants, plus 5 minutes de questions-réponses à la fin. Avant de commencer, juste quelques rappels. Donc, tout d'abord, les inscriptions pour les prix Kerizel de jeunes docteurs et jeunes chercheurs sont ouvertes jusqu'au 28 janvier. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à vous inscrire ou à faire passer le message auprès de vos contacts. Et le prochain webinaire du CFMS qui aura lieu le 8 février sur les sujets de valorisation des terres excavées en partie 1. Alors, juste pour le bon déroulement de la séance, donc merci à tous les invités de bien vouloir couper vos micros, vos caméras pendant la présentation pour assurer une connexion fluide pour tous. Vous pouvez donc, pendant les présentations, poser vos questions sur les chats à tout moment et on donnera des réponses à la fin de chaque présentation. Donc, après, on a prévu une séance de discussion à la fin pour permettre de rattraper les questions qu'on n'a éventuellement pas eu le temps dans les 5 minutes. Donc, j'appelle donc Tatiana Richa, qui a fait une thèse intitulée « Réduction des incertitudes sur les comportements des sols excavés au tunnelier par l'analyse en continu des données collectées, application à 2 tronçons du Grand Paris ». Donc, il va nous faire la première présentation. Bonne séance à tous et Tatiana, tu as la main. Merci Alexandre. Alors, le temps de partager l'écran. Est-ce que vous voyez ma présentation en plein écran? Oui. Parfait. Alors, bonjour à tous. Je suis Tatiana Richa, doctorante en 2e année en thèse CIFRE à Terrasol du groupement CETEC et avec l'École des Ponts. Mon directeur de thèse, c'est Jean-Michel Pereira et mes encadrants, Célina Guayacan du laboratoire Navier et Gilles Chaperon de Terrasol. Alors, je vous présente aujourd'hui mon sujet de thèse, qui est la réduction des incertitudes sur le comportement des sols excavés au tunnelier par l'analyse en continu des données collectées. Et comme Alexandre l'a dit, cette thèse, c'est une application directe à 2 tronçons du Grand Paris Express. Alors, le Grand Paris, c'est au fait le plus grand projet urbain d'Europe, avec 200 km de lignes automatiques et 68 gares nouvelles. Personnellement, dans cette thèse, je m'intéresse à la ligne 14 sud et 15 sud-ouest, qui ensemble forment 22 km de lignes très bien auscultées et excavées au tunnelier à pression de terre. Alors, le tunnelier, j'essaye de mettre le pointeur. Parfait. Donc, le tunnelier, c'est une sorte d'usine souterraine qui fait plus de 100 mètres de longueur, voire même 150, et son diamètre, il est de 10 mètres. Alors, par ici, on voit le front, c'est le point de contact entre la machine et le sol. C'est le rôle de la roue de coupe à l'aide des molettes d'excaver le sol qui pénétrera dans la chambre d'abattage où le sol sera mélangé avec des polymères pour qu'il soit suffisamment homogène pour être extrait vers l'extérieur du tunnel à l'aide de la vis d'extraction des déblais. Alors, cette machine qui est le tunnelier, elle a aussi pour rôle de poser le soutènement final du tunnel. Et le soutènement, il est formé de plusieurs anneaux. Et un anneau, il est formé de 7 voussoirs, sachant qu'un voussoir, c'est un élément en béton armé préfabriqué. Une information que j'aimerais ajouter, c'est que le diamètre d'excavation, il est supérieur au diamètre final du revêtement, ce qui fait qu'on aura un certain vide par ici, qu'on appelle le vide annulaire. Et pour ne pas avoir de déformation causée par ce vide, il est très important de combler le vide annulaire. Et pour cela, on injecte du mortier de bourrage.
Alors, le creusement des tunnels, c'est clairement une source de déformation en surface et il se trouve que ces déformations ont une forme bien spécifique. Du côté longitudinal, nous avons une courbe gaussienne cumulée et du côté transversal, c'est une courbe gaussienne. Alors, les deux équations sont paramétrées par le tassement maximal observé suite au passage du tunnel et par le paramètre I, qui est un paramètre géométrique des courbes, et puis par la distance X, qui est la distance au fond du tunnel, et la distance Y, qui est la distance à l'axe du tunnel. Alors, le vrai problème derrière le sujet, c'est que nous sommes en train de creuser dans des milieux urbains, ce qui fait que nous avons des tassements observés en surface qui pourraient causer des dégâts sur les avoisinants. Pour cela, c'est très important de prédire les tassements à l'amont du projet et tout au long de son temps d'excavation. Et pour prédire ces tassements, eh bien, nous avons plusieurs méthodes. Premièrement, les méthodes empiriques avec les équations que je viens de vous montrer. Ces équations-là nous donnent un ordre de grandeur des déformations. Il y a aussi les méthodes numériques type élément fini, par exemple, sur Plaxis. Pour les appliquer, on a besoin de connaître quelle loi de comportement qui est la meilleure à appliquer et savoir tous les paramètres de cette loi. Et en réalité, le problème d'excavation, c'est clairement un problème tridimensionnel. Et donc, pour appliquer un modèle bidimensionnel, il faut prendre des hypothèses derrière, comme par exemple le taux de déconfinement de la méthode convergence-confinement. Sinon, la troisième méthode serait les méthodes d'intelligence artificielle qui attirent beaucoup l'attention des ingénieurs depuis quelques années. Et cela parce que ces méthodes sont capables de trouver les relations entre un très grand nombre de paramètres. Et cela conclut donc sur les paramètres de sortie, qui est dans notre cas le tassement. Mais pour le bon fonctionnement de ces méthodes, on a besoin de beaucoup de données pour l'apprentissage de la machine. Et encore, si on veut que ces méthodes soient généralisables sur plusieurs projets, eh ben, c'est important d'avoir des données de plusieurs projets pour plusieurs types de sols, plusieurs types de machines de tunneliers. On le comprend bien, les données, c'est le centre d'intérêt de notre sujet. Et pour travailler avec les données, il y a plusieurs questions à se poser. Tout d'abord, quelles sont les données qui nous intéressent? Quels sont les paramètres qui influent le plus sur le tassement? Est-ce que les données, est-ce qu'on a accès à ces données? Peut-être on a déjà une base de données toute propre, des tableaux type Excel ou CSV. Est-ce qu'ils sont disponibles ou c'est à nous de les tirer? Quelle est la qualité des données? Et pour cela, il faut appliquer des méthodes d'analyse statistique pour savoir quelle est la qualité. Est-ce que les données sont suffisantes pour appliquer les méthodes d'intelligence artificielle? Est-ce que les données sont sécurisées et protégées? Quel type de base de données on va utiliser? Parce que clairement, pour un nombre aussi grand de données, on ne peut pas rester sur des fichiers CSV en local. Et la question la plus intéressante, c'est comment on peut profiter de cette quantité de données que nous avons. Alors, commençons par la première question. Quelles sont les données qui nous intéressent? Quelles sont les données du projet? Ben, tout d'abord, nous avons les données d'auscultation. Nous voyons sur cette image par là, chacun des points en couleur, eh ben, c'est un capteur en surface qui est capable de mesurer les déformations lors du passage du tunnelier. Et en deuxième partie, nous avons les paramètres du tunnelier. Il y a plus qu'une cinquantaine de paramètres, mais les plus intéressants seraient la pression au front, la vitesse d'avancement du tunnelier, la pression d'injection de mortier à l'arrière de la jupe, etc. Comme j'ai dit, il y en a une cinquantaine et voire plus. Et enfin, la troisième catégorie, c'est les paramètres de sol. Il faut savoir quelle est la stratigraphie là où on creuse, quels sont les paramètres mécaniques de chacune de ces couches et surtout les couches qui sont au fond. Une fois que nous avons les données, que nous savons quelles sont les données qui nous intéressent, on passe à la partie de traitement des données. Alors, nous avons plusieurs parties qu'on va voir rapidement ensemble aujourd'hui. On commence par l'extraction de ces données, leur nettoyage, des analyses statistiques pour la qualité, la mise en place d'une base de données et finalement l'application d'algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, pour l'extraction, j'ai choisi de vous montrer l'extraction des paramètres du tunnelier. Et ceux-là ont été donnés, par exemple, sur un site web, dans des images. Là, on voit un des types d'images qui existaient. Et donc, l'information existait à l'intérieur de plusieurs cases par ici. Et donc, pour extraire l'information, par exemple, j'ai dû coder un petit algorithme à l'aide de langage R, pour ceux qui le connaissent. Donc, c'est comme le fameux langage Python, mais plus ciblé vers les statistiques.
Voilà, donc en gros, à l'aide de cet algorithme, j'étais capable d'interroger cette session, le site web, de télécharger les images en local, et puis à l'aide d'outils d'amélioration d'images et d'OCR, OCR c'est Optical Character Recognition, ça nous permet d'extraire à partir des images et donc des pixels, extraire un fichier texte contenant les informations qui nous intéressent. Pour le nettoyage des données, il faut faire attention aux données qui manquent, aux données aberrantes. Pour tout ce qui est nettoyage des données paramètres tunneliers, c'était plutôt des nettoyages ponctuels à faire. Mais ce qui est intéressant à voir ensemble, ça sera le nettoyage des données de tassement. Alors là, c'est la courbe de tassement longitudinale que nous avons vue ensemble, la courbe gaussienne cumulée. Ici, à gauche, nous voyons la courbe brute. Donc, c'est les mesures brutes mesurées par le capteur, tassement en fonction de la date. Et les couleurs nous informent sur la distance au front. Par exemple, en gris, nous avons les tassements mesurés 200 mètres après le passage du front. Ce qui nous intéresse serait d'avoir une courbe lisse au final sur laquelle on sera capable de caler cette équation de tassement. Et donc, la méthode que j'ai adoptée, c'était les médianes mobiles. Pour ceux qui ne connaissent pas, la médiane mobile consiste à prendre une fenêtre de données sur laquelle on calculera la médiane et puis on déplace cette fenêtre d'un point au fur et à mesure. Ce qui fait qu'au final, on obtiendra un point pour chacune des fenêtres et une courbe très lisse qui a automatiquement enlevé les données aberrantes et qui pourra ajouter les données manquantes une fois qu'on a calé cette équation. Alors, ce calage, il est très intéressant parce qu'il nous permet de tirer le tassement maximal automatiquement de chacun des capteurs. Et une fois qu'on a cette information, on est capable alors de tracer les cuvettes transversales, donc les cuvettes gaussiennes, où on représente le tassement maximal de chacun des capteurs en fonction de la distance à l'axe. Donc clairement, en dessus directement de l'axe, on observe les tassements maximaux et plus on s'éloigne, les tassements vont diminuer au fur et à mesure. Et pareil, à l'aide de méthodes des moindres carrés non linéaires, on est capable de caler notre équation. Et comme ça, on obtient donc les tassements, la cuvette tridimensionnelle de tassement, paramétrée par le tassement maximal et par les facteurs géométriques IX et IY. Pour les analyses statistiques, il faut voir la qualité des données et surtout si les données sont suffisantes. Alors, j'ai voulu vous montrer aujourd'hui un peu de statistiques sur la quantité de capteurs en surface ou placés sur les bâtiments qui sont capables de mesurer les déformations. Entre la ligne 14, un tronçon de la ligne 14 qui s'appelle le GC02 et la ligne 15 sud-ouest complète, on a environ 12 000 et quelques cibles. Mais ce qui est important à savoir, c'est que pas toutes les cibles donnent des mesures. Il y a des cibles qui n'ont pas de mesure du tout et il y en a d'autres qui ont des mesures aberrantes. Donc, c'est très important de faire des analyses statistiques pour savoir le vrai nombre de données que nous avons derrière. Et puis, pour garder nos données en sécurité, j'ai choisi d'utiliser une base de données relationnelle avec le système de gestion de base de données PostgreSQL. Et voilà la base à quoi ça ressemble. Alors, bien sûr, on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, mais un peu d'informations. On voit par ici en rose les données d'auscultation, en bleu les paramètres tunneliers, et en vert, tout ce qui est en rapport avec la stratigraphie du sol et ses paramètres mécaniques. Alors, les contraintes d'intégrité pour qu'une base de données soit intègre, ça c'est assuré avec les relations entre les différents tableaux. Par exemple, cette relation nous dit clairement qu'on ne peut pas avoir une mesure capteur pour un capteur inexistant. On est obligé d'avoir un capteur par là qui aura plusieurs mesures. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails. Et puis, pour la prédiction de détassement en surface, c'est là où on commence à jouer avec toutes ces données. Personnellement, au niveau de ma thèse, c'est maintenant que j'ai démarré cette étape, mais quand même, je vous montre ce que j'ai retrouvé dans la bibliographie. Il y a plusieurs méthodes qui sont appliquées, mais c'est surtout les réseaux de neurones, aussi connus sous ANN, Artificial Neural Network, qui sont les plus utilisés dans la bibliographie. Et là, je souligne le fait que c'est seulement des articles qui prédisent les tassements au passage du tunnelier à l'aide de méthodes de soft computing ou d'algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, majoritairement, chacun des chercheurs essaye de comparer les réseaux de neurones à d'autres algorithmes d'intelligence artificielle comme la classification, la régression,
la logique floue et les algorithmes type génétique. Ne pas trop tarder, en conclusion, les données avec lesquelles je travaille, c'est des données du chantier du Grand Paris Express. Et qui dit données de chantier dit automatiquement c'est des données qui ont besoin de nettoyage. Les données sont accessibles, mais à un coût. C'est un temps d'investissement qu'on a besoin pour extraire toutes les données. Est-ce que ces données sont suffisantes? Au moins, elles sont suffisantes pour ma recherche, ce qui est très bien pour le moment. Pour que ça soit applicable au niveau des bureaux d'études, il faut certainement avoir accès à plus de données de plusieurs projets. Les analyses statistiques, ça nous permet de vérifier la qualité de ces données. Et la base de données, une fois qu'elle est placée sur le cloud, on peut dire qu'elle est bien sécurisée. J'aimerais finir en disant que jouer avec les données, ça se mérite. C'est un travail de longue haleine, mais très intéressant. Et il y a des études qui montrent que pour les data scientists, et donc ceux qui font le travail que je viens de vous présenter, 80% du temps, il est passé sur l'extraction et le nettoyage des données. Donc, cette partie, elle est déjà achevée dans ma thèse, ce qui est très bien. Et c'est là qu'on commence à jouer avec les données. Et donc, merci de votre attention. Merci, Tatiana. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur les chats. Moi, j'aurais déjà une question. Parce Oui. que sur ta thèse, Tatiana, donc la ligne, la ligne métro, elle est très longue. Est-ce que vous avez choisi un tronçon donné? Comment a été fait ces choix par rapport à toute la longueur de la ligne? Est-ce qu'il a été par une géologie type, par couche de sol? Au fait, c'est intéressant d'avoir toutes les données possibles. Donc, dans notre cas, j'avais accès uniquement aux données de la 15 Sud-Ouest et de la 14 Sud, mais malheureusement pas tous les lots pour le moment. On essaye d'obtenir le reste. Mais il n'y a pas un choix. Si on a les données, on les prend volontiers. Okay. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je donne encore une minute pour voir s'il y a des questions. Sinon, les questions viendront au fur et à mesure avec la dernière séance. Tout à fait. Ah, il y a une question de Luc Torel. Donc, avez-vous accès à des ouvrages instrumentés existants? Alors, des ouvrages, par exemple, les cibles chez nous sont placées sur des bâtiments résidentiels. Mais est-ce que je regarde spécifiquement par ouvrage, vous voulez dire des ouvrages annexes, des bâtiments? Si vous pouvez me dire. Les tunnels existants. J'ai uniquement accès aux données que je viens de présenter. Donc, les données du tunnel, j'ai accès à tous ces paramètres. Mais je n'ai pas accès à données à part le Grand Paris, par exemple. Okay. Donc, il y a une prochaine question. Qu'est-ce qui pourrait être fait par les industriels pour faciliter cette reprise des données? Pour l'extraction, c'est ça? Pour l'extraction, oui, ce qui serait très, très bien, c'est que depuis le début, ça soit donné dans des fichiers Excel avec tous les paramètres. Par exemple, pour les paramètres tunneliers, c'est vrai, nous avions accès à un fichier Excel, mais il ne contenait pas tous les paramètres. Donc, moi qui m'intéresse à plusieurs paramètres en plus, j'ai été obligée de passer par cette méthode. Donc, voilà, c'est juste donner accès aux gens qui en ont le droit. Okay. Mais une question complémentaire là-dessus. D'ailleurs, ce qui serait intéressant de standardiser, en fait, éventuellement faire une norme pour la sortie des données. Est-ce que c'est envisageable à l'issue de votre thèse? Dans ma thèse, je mettrai des recommandations, ça c'est certain. Et j'espère que ça sera pris en compte, oui. OK. Et il y a une question sur l'interférométrie radar. On a les données, mais malheureusement, pour le moment, je n'ai pas encore eu le temps de les exploiter. Mais en effet, elles existent, on a accès. OK. Et une dernière question, donc quel type d'algorithmes d'intelligence artificielle sont applicables à ces cas d'études? Selon la biblio, c'est les algorithmes que je viens de vous montrer. Il y en a plein. Il y a encore d'autres qui s'appliquent dans un article seul, par exemple.
Et j'ai voulu plutôt montrer ceux qui sont appliqués le plus. Donc, pour les réseaux de neurones, si on rentre dans les détails, il y a plusieurs algorithmes dans les réseaux de neurones, par exemple le backpropagation, radial basis function, general regression. Il y a plein de méthodes et chacune a ses avantages et ses inconvénients, clairement. OK. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. S'il y a d'autres questions, on pourra reprendre en fin de séance. Donc, merci Tatiana pour cette présentation très claire. Et on va donc passer à la prochaine présentation par Caroline Forestier-Oliveira qui va nous parler de l'interprétation de l'essai de chargement dynamique en pointe pénétrométrique. Caroline, bonjour. Donc, je te laisse la main. Bonjour. Alors, je mets l'écran. Est-ce que là, vous voyez ma présentation? On voit bien, très bien. OK. Alors, je commence tout de suite, j'attaque? Oui. OK. Bonjour à tous. Je veux remercier d'abord le CFMS, le SFMS Jeunes pour l'opportunité de vous présenter une partie de mon travail de thèse. Alors, cette thèse, elle est réalisée en modalité chiffre entre la société Sol Solutions à Rion et le laboratoire Institut Pascal à Clermont-Ferrand, sous la direction de Pierre Broll et l'encadrement côté université de Pierre et de Bastien Chevalier et côté entreprise de Miguel Benz et de Cocantran. Ce travail de thèse, il porte sur l'interprétation de ces déchargements dynamiques en pointe pénétrométrique, c'est les DCLT, réalisés à l'aide du pénétromètre instrumenté développé au sein de Sol Solutions. Alors, comme vous savez, la caractérisation des sols est une condition indispensable pour le dimensionnement des fondations en génie civil. L'ingénieur, il va donc s'appuyer sur une connaissance afin d'obtenir des paramètres de rupture et de déformation de manière plus fiable, précise et économique possible. Pour ce faire, il va s'appuyer sur différentes techniques. Il existe différentes techniques permettant de remonter ou d'estimer ces paramètres. Mais les pénétromètres dynamiques restent quand même une des techniques les plus utilisées au monde pour la caractérisation des sols en surface. Ils sont souvent choisis comme moyen de ausculter le sol, parce qu'ils permettent de le sculpter de manière rapide, simple et à faible coût. Il existe différents types de pénétromètres avec différentes géométries et différentes puissances de pénétration, comme vous voyez les exemples sur les photos, mais pour la plupart, ils vont fournir juste une mesure de résistance, traduite sous forme d'un indice, comme le NSPT, ou comme une résistance de pente, comme un QD. Par contre, la plupart de ces pénétromètres aussi, ils ne sont pas pu intégrer une instrumentation et une analyse des ondes au cours du sondage, afin de réduire le niveau d'empirisme de la technique et de pouvoir déterminer d'autres paramètres qui sont des paramètres de rupture courants. C'est ça qu'on essaye de faire à l'aide du pénétromètre, à l'aide de l'essai DCLT, réalisé au pénétromètre Panda 3, qui est montré à gauche. En fait, l'idée, là, c'est je présente le pénétromètre qui est composé d'une tête de battage instrumentée d'un point de tige et d'une pente débordante de 4 cm². Il est enfoncé par battage et à l'aide d'une instrumentation placée dans la tige à la proximité de l'enclume. On va mesurer la force, l'accélération et le déplacement pour chaque impact au cours de la pénétration. Grâce à ces mesures, on pourra appliquer l'équation d'onde et étudier les ondes qui se propagent lors de la pénétration, des ondes incidentes, remontantes, qui sont superposées au sein de la tige. En découplant ces ondes et en les analysant, on peut obtenir la contrainte, la vitesse et le déplacement à l'interface sol-pointe. En fait, à partir de ces signaux, on peut tracer une courbe de chargement dynamique en pointe pour chaque impact. L'exploitation de cette courbe, par le biais de différentes méthodes et modèles, permet de remonter à certains paramètres du sol. Et l'idée de ma thèse, c'est donc d'exploiter cette courbe à l'aide des modèles d'interaction et aussi plus tard à l'aide des modèles explicatifs pour pouvoir remonter à des paramètres, des modules de déformation et aussi à des paramètres de rupture comme l'angle de frottement pour les cas de sable propre. Alors,
L'objectif de cette thèse est donc de mettre au point cette méthode d'interprétation des laissés des chargements dynamiques en pente pénétrométrique, permettant de remonter à ces paramètres des formations du sol. Pour ce faire, on va s'appuyer sur 3 approches. Une partie analytique où on va s'intéresser aux modèles d'interaction existants dans la littérature, notamment dans les domaines des pieux, où on va essayer d'exprimer cette réaction en pointe en fonction des paramètres décrivant le comportement du sol. Dans notre partie, on va réaliser des essais en laboratoire, des essais de chargement statique et dynamique en chambre d'étalonnage avec des sables de référence pour pouvoir alimenter notre modèle d'interaction et le mettre au point en modèle numérique par la suite. Et une partie numérique où on va essayer de simuler l'essai pour pouvoir mieux l'analyser et mettre en place aussi une analyse inverse des courbes numériques, des courbes des CLT numériques. Alors, pour la partie analytique, on va s'intéresser par les modèles d'interaction sol-pente, comme j'ai dit. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur certaines hypothèses pour pouvoir l'appliquer dans les cadres de notre essai. D'abord, on va considérer que le pénétromètre dynamique, il est assimilable en pieux travaillant en pointe. Alors, on va négliger la résistance latérale qu'il pourrait avoir. L'essai des CLT que je viens de vous présenter, il est donc comparable en essai des chargements dynamiques des pieux jusqu'à la rupture. Et la courbe issue de l'essai, elle peut être donc exploitée à l'aide de modèles d'interaction qui sont couramment appliqués dans les chargements dynamiques des pieux. Ici, vous voyez en schéma général de ce type de modèles d'interaction. Le principe, il consiste à exprimer la réponse du sol, que ce soit latérale ou en pointe. Là, on va s'intéresser par la réponse en pointe, par le biais d'un système de ressorts et d'amortisseurs qui vont être par la suite reliés aux paramètres décrivant le comportement du sol. Il existe alors différents modèles d'interaction. Le plus connu, c'est certainement celui proposé par Smith. Aujourd'hui, il est considéré, il y a certaines critiques par rapport à ces modèles, le fait qu'il n'intègre pas la non-linéarité du sol et aussi le fait qu'il va traduire les différents amortissements qui sont mis en jeu par un seul paramètre, qui c'est le J, c'est l'amortissement de Smith, qui reste quand même un paramètre qui n'est pas couramment appliqué en géotechnique pour les dimensionnements. Plus tard, des modèles comme le modèle de Lismer, ils vont essayer d'alimenter ces ressorts et ces amortisseurs à traduire ces coefficients à l'aide des modèles plus courants en géotechnique, comme par exemple le module de cisaillement du sol, sa densité, qui sont plus faciles de déterminer en laboratoire. Il a permis alors de réduire l'empirisme des modèles d'interaction en pointe. Et plus tard, on voit des modèles où on va intégrer la non-linéarité du sol de différentes façons. C'est les modèles qu'on souhaite appliquer dans le cadre de notre essai. Par contre, une question se pose lors de l'application des modèles d'interaction, c'est comment alimenter ces modèles d'interaction à partir de notre essai, à partir de l'essai des CLT. D'une part, ces modèles sont alimentés par une résistance ultime. Il faut donc déterminer la résistance ultime de l'essai et par des paramètres de déformabilité ou des raideurs. Et là, on va déterminer un module afin d'alimenter les modèles d'interaction. Pour répondre à ces questions, on a mené une étude expérimentale et numérique, comme je vous ai dit. Je présente par la suite un peu de l'étude expérimentale qui a été réalisée. Alors, pour la question de la résistance ultime, on a réalisé des essais en laboratoire afin d'alimenter les modèles d'interaction et par la suite aussi de mettre au point les modèles numériques et de comparer des essais des CLT à des essais des chargements statiques en pointe. Pour ce faire, on a utilisé deux sables de référence en France, deux sables propres des références en France, le sable d'Austin et le sable de Fontainebleau. On a reconstitué ces matériaux dans une chambre d'étalonnage dont la dimension, je présente ici. Comme vous voyez, on a réalisé des essais des CLT à différentes profondeurs et des essais CLT aussi à différentes profondeurs, de manière couplée, à différentes profondeurs de l'éprouvette. On a mis au point alors un appareillage en laboratoire pour pouvoir réaliser les essais. L'essai des CLT, comme je vous ai dit,
La pénétration, elle est réalisée par battage et CLT, ça va être réalisé par un chargement à faible vitesse à l'aide d'enverrants hydrauliques. 4 éprouvettes ont été réalisées, deux états de densité à deux états de densité pour chacun des sables. Et à l'issue de l'essai, on a obtenu une 60aine de courbes statiques et environ 140 courbes dynamiques pour pouvoir comparer les deux techniques. Ici, je vous montre les pénétrogrammes des 4 éprouvettes et à titre d'exemple, je m'intéresse à une profondeur donnée pour le sable de Fontainebleau moyennement dense, où je vous montre pour une certaine profondeur 4 impacts qu'on obtient à l'aide de l'essai des CLT, ou 5 impacts où on peut vérifier la répétabilité de la méthode. Par la suite, je vous montre des courbes statiques qu'on a réalisées 4 cycles des chargements statiques et les 5 impacts juste après. Ça permet pour cette éprouvette d'analyser, de comparer les deux techniques et de vérifier aussi que les ordres de grandeur en termes de contraintes sont assez similaires pour les deux techniques, pour les sables analysés. Ça, c'est juste un exemple pour montrer un peu ce qu'on obtient. Comme on n'a pas le temps de tout voir, je vous montre une synthèse où on détermine la résistance ultime à partir des courbes que je viens de vous montrer par le biais des différentes méthodes appliquées à des essais dynamiques. En appliquant ces méthodes, on voit qu'il y a une bonne correspondance entre la résistance dynamique entre les résistances obtenues et la résistance statique issue des courbes CLT. Par la suite, on compare aussi nos résultats, nos valeurs de résistance à d'estimation obtenues à l'aide de l'expansion des cavités, comme propose Salgado et Prezi pour les sables propres, en utilisant les paramètres des sables testés. On obtient aussi une correspondance qui est plutôt intéressante si on compare les résultats des CLT aux résultats analytiques. Et on a pu voir aussi que des méthodes qui nous sont plus intéressantes. Par la suite, je vous montre aussi une application du modèle numérique pour pouvoir déterminer le module à partir de l'essai et pouvoir par la suite alimenter le modèle d'interaction présenté au début. Ces modèles numériques ont été proposés afin de simuler l'essai dans un milieu continu à l'aide du code FLAC. Vous voyez à gauche la géométrie et un peu de conditions limites, un schéma montrant les conditions limites de l'essai qu'on essaye de modéliser à partir d'une géométrie un peu plus simple où on va reproduire le battage et on va mesurer les forces, vitesses et déplacements à la proximité aussi de la tête de battage. Le sol, on a choisi de les représenter par un massif homogène isotrope avec un mode de comportement assez simple et allostoplastique parfait. Et on obtient des courbes des CLT alors pour différentes vitesses d'impact associées au marteau. On va reproduire le battage à différentes vitesses d'impact et on va vérifier la sensibilité des courbes des CLT à la sollicitation appliquée. On a pu aussi vérifier dans les modèles numériques la bonne correspondance entre les courbes estimées à l'aide de la technique appliquée au point d'A3 et les courbes mesurées directement en pointe. Par la suite, on vérifie si le modèle il permet d'avoir des ordres de grandeur ou une bonne allure, une bonne correspondance aux résultats expérimentaux, que ce soit en statique ou en dynamique. Et pour ce faire, on a simulé l'essai à une même profondeur que l'essai en champ d'étalonnage et on a alimenté les modèles avec des paramètres qui sont représentatifs du sable de Fontainebleau. Et on obtient des résultats qui sont représentatifs de ce qu'on obtient en expérimental avec une bonne, qui permettent de montrer que le modèle mis au point, il est représentatif de l'essai des CLT. On peut par la suite alors appliquer ce modèle
afin de vérifier la raideur du modèle de Lismer présenté au début. Pour ce faire, on va faire varier le module du massif représentant le sol, et on détermine le module en phase de décharge à l'aide de la raideur proposée par Lismer, et on vérifie que le module obtenu grâce à l'exploitation de la courbe présente une bonne correspondance avec le module du massif, pour un massif élastoplastique parfait. On obtient donc une bonne correspondance, ce qui suggère que la raideur de Lismer elle peut être appliquée pour les modèles d'interaction qu'on essaye d'utiliser pour exploiter cet essai. Alors, pour conclure, on a vu alors que l'intégration d'une instrumentation et d'une analyse des ondes pour un essai de pénétration dynamique permet d'obtenir une courbe de chargement dynamique en pointe. Les essais des résultats expérimentaux en chambre d'étalonnage pour des sables propres des références ont montré que les courbes des CLT elles sont comparables aux courbes issues des chargements statiques pour ces matériaux. Et les valeurs de résistance qu'on obtient à l'aide des différentes méthodes courantes utilisées dans la littérature permettent d'avoir aussi des valeurs très proches de ce qu'on obtient avec les chargements statiques et aussi avec des estimations qu'on peut obtenir avec l'expansion des cavités. Parmi les différentes méthodes, on a constaté que les méthodes du point de charge, on-load point method, proposée par Middendorf, il permet d'avoir des valeurs qui sont plus proches de ceux observés dans les chargements statiques, avec moins de dispersion. Et c'est alors d'ailleurs le modèle qu'on va retenir, la méthode qu'on va retenir pour alimenter notre modèle d'interaction. On a présenté aussi un modèle numérique qu'on a vu qui est capable de simuler l'essai et assez représentatif de la technique. Et on a pu, à partir en utilisant ces modèles numériques, mettre en place une analyse inverse des courbes numériques et montrer que le module qu'on obtient en exploitant la courbe des CLT pour un milieu élastoplastique parfait est le même module qu'on a rentré dans les massifs, dans les comportements du massif. Voilà. Je vous remercie bien de votre attention. Oui, merci Caroline. Est-ce qu'il y a des questions? Moi déjà, j'en ai une pour commencer. Donc là, vous avez fait la validation en laboratoire, donc en chambre d'étalonnage, puis avec un modèle numérique. Comment vous comptez faire le passage après pour la condition in situ, les conditions réelles d'essai? Alors, l'essai, il a été déjà réalisé, il y a d'autres travaux qui ont été, on fait des tests en in situ déjà avec l'essai des CLT. Et il présente une allure assez proche de celle qu'on obtient on a pu obtenir en chambre d'étalonnage, sauf qu'il y a la complexité de faire des essais in situ, avec la variabilité de terrain et d'autres problèmes qu'on peut avoir qui peuvent rendre plus difficile l'analyse. Mais l'idée, c'est aussi de réaliser après, plus tard dans la thèse, c'était de réaliser aussi des essais in situ. Je ne sais pas si on aura le temps, mais oui, c'est prévu de faire aussi d'autres essais in situ davantage pour pouvoir voir si ça a cette bonne correspondance aussi. Ok, merci. Donc, il y a une question sur le chat. Est-ce qu'il pourrait y avoir un effet d'échelle à prendre en compte entre l'essai à échelle réduite et une vraie dimension? Donc, par exemple, la longueur des tiges, etc. La longueur des tiges, je n'ai pas étudié ça dans le cadre de ma thèse, mais il devrait avoir aussi des corrections à faire à cause de la longueur des tiges. C'est pourquoi ça qu'on a choisi d'ailleurs de travailler avec une tige courte pour l'instant, pour pas rendre plus complexe l'analyse. Mais il devrait avoir, comme dans les cas d'autres pénétromètres, d'ailleurs, même dans les cas de pénétromètres comme la SPT, il y a toujours des corrections à faire
dû à la longueur des tiges. Alors, c'est comme d'autres pénétromètres, il devrait oui y avoir, mais c'était pas étudié dans les cadres de ma thèse. Non. Ok. Pouvez-vous en dire plus sur la méthode d'analyse inverse, diapo 12? Comment vous déterminez le module et quel algorithme d'optimisation s'il en est? Alors, là, j'ai pour la... Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran ou pas. Oui, on voit. Ok, alors, pour l'obtention du module, en fait, j'utilise une relation qui est assez classique, c'est celle utilisée dans les pieux. L'idée de l'analyse inverse, c'était, même en appliquant un modèle simple, c'est que la plupart, même si cette relation elle est appliquée à des pieux, elle était mise au point pour des semelles. Du coup, l'idée, c'est de vérifier si avec la géométrie qu'on a, elle pourrait permettre de remonter au module du massif en appliquant des corrections à cause de l'effet de la profondeur. Du coup, l'analyse inverse qu'on fait, c'est, moi j'ai introduit les modules, je fais varier les modules. Là, c'est un modèle de comportement simple, l'astoplastique parfait, et je calcule alors en phase de décharge, comme j'ai décrit, la raideur en phase de décharge à partir du moment où la vitesse est nulle, qui c'est un peu les moments où on détermine aussi la résistance à la rupture que je vous ai présenté tout à l'heure, la méthode du pont de décharge, et après à une valeur au moment où la résistance elle devient la moitié. Et alors on calcule la raideur à ces moments-là avec entre ces deux points-là. Et on va utiliser cette raideur, les KB, pour déterminer le module de cisaillement et par la suite le module de compression. Voilà, c'est un peu ça la démarche qu'on applique. C'est une démarche simple dans un milieu, on va dire, l'astoplastique parfait, mais c'est plus pour vérifier que cette relation, même pour un milieu simple, elle est valable pour notre géométrie. Et non, voilà. Je ne sais pas si j'ai tout répondu. Oui, on a le temps pour une dernière question. Donc, les sables testés sont-ils secs? La présence d'eau pose-t-elle des problèmes particuliers? Elles étaient à une teneur en eau de l'ordre de 2%. Du coup, c'est suffisamment, on va dire que l'eau, elle posait pas de problème pour notre analyse. Non. Et est-ce que la présence d'eau poserait des problèmes particuliers? Non, non. Alors, pardon, j'ai pas compris. Vous voulez dire s'il avait la présence d'eau? Oui. Là, ça pourrait rendre plus difficile l'analyse vu que là, par exemple, la correspondance entre les deux résistances, ça aurait peut-être pas être exactement la même si dans les cas de la présence d'eau. On pourrait avoir des composantes dans la réponse totale qu'on mesure. On pourrait avoir des composantes visqueuses qui seraient plus importantes et qui pourraient du coup jouer sur cette correspondance. Mais c'était pas étudié dans le cadre de ce travail, non. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Merci à vous. On va donc pouvoir passer à la prochaine présentation. Donc, Mohamed Amin Koua, modélisation numérique multi-échelle et multiphysique des instabilités gravitaires aux vaches noires. Mohamed? Oui, allô, oui, bonjour tout le monde. Je vais commencer à partager l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Donc, je suis Mohamed Koua. Je suis doctorant en deuxième année et je travaille sur la modélisation numérique multi-échelle et multiphysique des instabilités gravitaires sur les falaises des vaches noires en Normandie. Donc, dans cette partie, je vous présente les conditions de déclenchement d'un glissement. Cette thèse est dirigée par M. Olivier Macaire et M. Yannick Thierry.
Donc, dans cette présentation, on va commencer par une introduction, une modélisation et calibrage des paramètres de sol, et après une application de la méthode de Monte Carlo pour la stabilité des pentes, et on va finir par une conclusion. Donc, on est dans les Vaches Noires, en Calvados, en Normandie. On a une morphologie de type Badland. On a une géologie principalement du calcaire et des marnes. Donc, le site s'étend sur une linéaire de 4,5 km sur une bande de 200 mètres. Tels que les processus hydrogravitaires, principalement, on a des chutes de des blocs, les différents types de glissements, les glissements rotationnels complexes et aussi des glissements sur plomb. On a aussi des coulées de boue. En fait, le site est rentré dans le service national d'observation en 2014. Il y a aussi la thèse de Thomas Rolland, dont la soutenance est prévue en quelques mois, qui travaille sur l'évolution, sur la dynamique de l'évolution à grande échelle et la quantification des risques. Donc, pour commencer, je vais présenter ce profil simplifié des falaises. Donc, on peut déjà voir qu'on a deux escarpements principaux. Le premier, c'est du calcaire, et le deuxième, c'est là. On a une corniche de calcaire qui surmonte sur des marnes. Donc, sur tout le site, on a choisi un site d'ailleurs pour qu'il soit accessible et une bande suffisante pour avoir une évolution représentative sur toute la longueur. Donc, on a un bassin versant avec une activité et géométrie hétérogène. La longueur choisie, on a une longueur de 200 mètres avec une hauteur moyenne de 80 mètres. Donc, le site est repéré par 7 crêtes et 6 ravines, comme montré la figure. Donc, dans cette figure, on peut voir les différentes processus qui existent sur le site. On a différents types de glissements au niveau des premiers escarpements, au deuxième aussi. On a des chutes de blocs et après, on a les coulées dans les ravines. Donc, concernant les fonçages externes, on a l'action de l'eau qui se traduit par la variation de la pression interstitielle dans le sol. Et donc, il y a aussi le phénomène d'érosion qui réagit par la perturbation d'état d'équilibre dans le sol. Donc, et pour illustrer donc, la succession des processus, je vous montre cette coupe réalisée dans la crête et la ravine numéro 3. Donc, pour la géologie en surface, on a une couche de calcaire qui surmonte des argiles imperméables surconsolidées. Après, il y a une alternance entre les marnes et les calcaires. Donc, on peut déjà distinguer 3 zones, la zone d'ablation, la zone de transition, la zone d'accumulation. Dans la première partie, la zone d'ablation, on a des glissements rotationnels. Après, il y a un petit replat, on peut avoir des dépôts, des matériaux, et on peut avoir aussi des glissements superficiels. Et avec l'action du forçage externe, notamment dans les fortes pluies, on doit avoir un changement de comportement et fluidification, et on voit les coulées qui se propagent dans les ravines vers une zone de dépôt, où on peut avoir aussi... Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ouais, parce que je vois ici comme si une mauvaise connexion. Pardon, je continue. Donc, dans la dernière partie, on peut avoir des glissements rotationnels dus par l'érosion marine. Donc, dans cette partie, on doit s'intéresser aux premières formations. Donc, en surface, on a l'aggloconie de base. Après, il y a un calcaire altéré et fissuré. Et après, il y a le calcaire d'Auberville. Donc, c'est le calcaire de référence qu'on peut le voir sur le site et référencé facilement. Donc, et après, pour nous, c'est le substratum. Donc, à partir des argiles d'Alopa. Donc, avant de commencer la modélisation, plusieurs démarches de reconnaissance sont réalisées afin de mieux comprendre les conditions et le mécanisme de déclenchement, tels que l'identification des processus généraux qui existent sur le site, aussi la validation des profils choisis. Après, une fois on a choisi le glissement à modéliser, il faut l'identifier, la position par rapport au profil longitudinal et transversal, et aussi ce qui est avantageux pour notre site, on peut directement délimiter les épaisseurs de couches à partir des MNT, soit réalisées par drone ou par des lidars. Donc, concernant les données de reconnaissance disponibles, on a plusieurs pièces installées sur le site. On a 2 sondages qui sont réalisés par le CEREMA. On a aussi des anciens sondages réalisés par le BRJM dans la banque des sous-sols. Donc, on a aussi des caméras qui sont installées sur le site.
Donc, avant de passer à la modélisation, il faut prendre en considération les points suivants. Donc, avec l'hétérogénéité des formations superficielles, on pose la question quel est le nombre d'essais à faire pour en prendre en considération cette hétérogénéité. Et aussi, il y a la notion de volume élémentaire représentatif, tel qu'on a estimé au moins une éprouvette de 1 mètre, de 1 mètre cube pour avoir la représentativité des paramètres hydromécaniques. Il y a aussi le phénomène de décompression. Donc, pour ce point, je fais référence directement au creusement, au phénomène de décompression dans le creusement dans les tunnels. Donc, si on est dans le calcaire, on a une zone moins d'influence par rapport si on est dans les sols meubles. Et il y a aussi la fonction de dégradation des paramètres en fonction de la profondeur et aussi le phénomène des gels qu'il faut prendre en considération. D'ailleurs, on a pu estimer une largeur de décompression à l'aide des travaux de M. Olivier Macaire qui a établi une relation entre la largeur de décompression et aussi la hauteur de la corniche. Donc, juste avant de passer à la modélisation, un point sur le modèle hydromécanique. Je vais prendre la couche la plus épaisse, donc c'est le calcaire oolitique de Trouville. Donc, on peut voir là ici qu'on a une alternance entre des blocs de calcaire et des marnes. Donc, si on prend par exemple le comportement des calcaires, on a un comportement rigide avec une perméabilité faible. Si on prend par exemple les marnes, on a un comportement plastique avec une perméabilité moyenne. Donc, si on veut s'intéresser au comportement hydromécanique de toute la couche, donc il faut prendre en considération le comportement de la matrice globale. Donc, le comportement global est contrôlé principalement par le matériau qui existe entre les blocs de calcaire. Et si on parle de la perméabilité, donc il faut prendre la perméabilité fissurale. Donc, on a commencé une modélisation à long terme à partir des essais sur des formations similaires et aussi sur des valeurs obtenues à partir de la littérature et une base de données et finalement la validation des experts. Donc là, ici, on est dans un état d'équilibre. Une fois on a l'MNT et le modèle hydrogéologique, on passe à une modélisation sur FLAC. Une fois on a ça, donc l'idée dans cette modélisation, c'est donc la démarche usuelle utilisée. Donc, on définit la loi de comportement, on a les paramètres de sol et on vise les déplacements. Mais par contre, dans notre cas, on sait les déplacements, on a déjà enregistré les déplacements et les conditions de déclenchement et on va chercher les paramètres de sol qui donnent ces conditions. Donc, plutôt, on est dans une démarche inverse. Donc, là, ici, on a, à partir des piezo, on a enregistré on a l'enregistrement des niveaux des nappes et aussi les conditions de déclenchement au moment de les conditions de déclenchement au moment de glissement. Donc là, ici, on a la relation entre les précipitations et la variation de la nappe. On a les deux états critiques de la nappe et le niveau où, c'est le niveau où on a enregistré le déclenchement de glissement. Donc, pour faire cette démarche, donc, on doit suivre plusieurs étapes. La première étape, c'est on doit reproduire l'état de contrainte dans le sol, c'est-à-dire on doit essayer de reproduire l'histoire du sol. Une fois on a ça, on va faire une modélisation d'écoulement, juste d'écoulement, pour obtenir un champ de pression pour les deux états critiques de la nappe et on peut aussi estimer la nappe phréatique. Donc, une fois on a le champ de pression, on passe directement à un calcul en contrainte effectif et à ce niveau-là, le niveau où on a considéré qu'il y a un déclancement. Donc, comme le logiciel utilise la méthode de réduction d'un paramètre pour calculer les facteurs de sécurité, on va refaire une modélisation couplée pour prendre en considération la déformation à l'écoulement aussi, et aussi avec des paramètres calibrés. Ce sont des paramètres divisés par le facteur de sécurité jusqu'à l'obtention de la correspondance des surfaces de rupture. Donc, juste là, ici, avant de passer au résultat, je vous montre
la méthode utilisée pour comparer les différentes MNT avant et après les déclenchements. Donc là, ici, on a des données LiDAR et aussi des MNT réalisés par des drones. Donc, on a une précision de quelques centimètres pour les deux modèles. Donc on voit bien ici, donc si on veut comparer les profils avant et après le déclenchement de glissement avec la modélisation, on a une bonne correspondance au moment de déclenchement. Donc, une fois on a ça, maintenant, on veut voir les mécanismes de déclenchement possibles et dans des conditions critiques, et la possibilité d'estimer une probabilité face à cette variation aléatoire et possible dans le site des paramètres de résistance et de cisaillement. Le concept de base, on a la donnée d'entrée, on a des données qui suivent avec des variables aléatoires, on doit les passer dans un modèle et on doit obtenir une variable aléatoire qu'on ne connaît pas la distribution, mais on doit essayer d'obtenir quand même l'information probabiliste, c'est-à-dire la moyenne, l'écart type et la probabilité. Donc là, ici, je vous présente la technique de Monte Carlo. Donc la suite de la présentation, ce sera juste les détails de chaque étape. Donc on commence par la définition des variables aléatoires. Donc la variable aléatoire la plus pertinente à choisir, donc il faut prendre on a pris la couche de calcaire de Trouville avec une moyenne à partir de les paramètres calibrés et l'écart type à partir des paramètres, les plus grands paramètres enregistrés sur le site. Donc, une fois on a choisi les variables d'entrée, il faut les quantifier. Donc, on a une variable continue, donc c'est quantité physique. Il faut prendre une loi positive. On a plusieurs lois qu'on peut choisir. Donc, on a choisi une loi positif, donc c'est la loi log normale, c'est la plus représentative de la distribution de notre variable aléatoire. Donc ça, c'est les schémas usuels pour générer des variables aléatoires utilisés dans la méthode de Monte Carlo. Donc pour résumer, on a fait une 500 simulation avec deux variables aléatoires non corrélées. La type de modélisation, on a une modélisation couplée sans prendre en considération la transition de la nappe. Donc si on veut estimer le temps de modélisation, on a 30 minutes pour générer les variables, 7 minutes pour chaque modélisation, ce qui nous donne 2 jours de calcul. Donc là, ici, je vous présente la génération des variables pour la cohésion et l'angle de frottement pour les deux variables. Une fois on a ça, on va passer les deux variables sur FLAC. Donc, pour l'échange entre les données d'entrée et FLAC, on a fait quelques lignes de code sur le langage fiche pour obtenir l'information probabiliste sur les résultats. Donc, on doit essayer d'évaluer la probabilité pour avoir un facteur de sécurité égal à 1 et aussi avoir une moyenne écart type sur la variable de sortie. Donc, une fois on a les résultats, donc il faut définir une fonction de performance. Donc, la fonction de résistance, dans notre cas, c'est le facteur de sécurité. Et la fonction de sollicitation, c'est l'état critique. C'est 1. Donc, une fois on a la fonction g de x, on peut calculer une probabilité de faille. Donc, on voit bien ici qu'on a une 26% de chance qu'on doit avoir un déclenchement, donc une probabilité d'avoir un facteur de sécurité inférieur à 1. Et la stabilité de la méthode, il faut moins faire 300 simulations pour avoir la stabilité de la méthode. Donc, on a utilisé un estimateur pour calculer une probabilité de faille. Donc, quand même, il faut voir la convergence de l'erreur sur l'estimateur, et on voit bien qu'on a 7%, donc on peut dire qu'on a une meilleure convergence de l'estimateur. Une fois on a ça, donc il faut estimer une moyenne et un écart type. Donc je passe à la moyenne. Pardon. Donc on a une moyenne pour le facteur de sécurité, on a une convergence de la moyenne de 1,1, et pour l'écart type, on est à 20% par rapport à, donc c'est 0,2 par rapport à la moyenne. Donc au final, on a une distribution
annoncé par la loi, mais on a défini une moyenne et un écart type de facteur de la variable de décision qu'on a pris ici, c'est le facteur de sécurité. Et au final, donc en conclusion, je vous présente cette figure qui présente la stabilité vis-à-vis de la variation des caractéristiques et les mécanismes possibles dans le déclenchement, tels que les valeurs qui sont à l'intérieur dans les rectangles, ce sont les valeurs où on peut avoir un déclenchement, et aussi, tels que par exemple, si on prend les points, donc les points bleus, c'est les couples CFI, et les points en vert, c'est les mécanismes où on a concentration de contraintes. Donc, pour cela, il faut faire un deuxième calcul il faut passer un calcul au grand déplacement et refaire le calcul. Et si on prend par exemple les points en rouge, donc là, ici, on a un mécanisme avec un glissement emboîté. Et comme ça, voilà. Merci pour votre attention. Oui, merci Mohamed. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On verra. N'hésitez pas à poser vos questions sur les chats. J'en ai une pour commencer. Est-ce que vous voyez en fait des perspectives en fait pour appliquer ça à la prévention des risques en fait? Pardon, j'ai pas entendu. Ma question est sur est-ce que vous voyez en fait des perspectives à l'application, à la prévention des risques? Là, on applique sur un cas particulier. Oui, effectivement, oui. Donc là, ici, ce calage des paramètres, c'est pour faire l'application. Donc, on a un grand glissement tel qu'on a les mêmes formations, et on vise d'appliquer cette méthode pour vérifier les conditions de déclenchement sur tout le site et vérifier est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un déclenchement dans des conditions critiques. Ok. Une question sur les chats, là sur la diapositive 19, la perméabilité des calcaires est inférieure à celle des marnes? 19, hop. La perméabilité des calcaires est moins faible par rapport au. Donc, pour le calcaire en roche, je parle de la roche intacte. Donc, si on prend juste le bloc de calcaire, on a une perméabilité qui est très faible. Et si on prend en considération la perméabilité fissurale et la perméabilité due à la discontinuité, donc il y a la perméabilité intrinsèque et la perméabilité fissurale qu'il faut prendre en compte. Donc, si on compare la perméabilité d'une couche de calcaire fissurée par rapport au marne, donc la perméabilité de calcaire fissuré est plus grande que la perméabilité des marnes. Ok. Je reviens juste là. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah si, sur le chat, donc j'ai l'impression qu'on essaie de relier les risques de déclenchement à la variation des propriétés mécaniques. Ne faudrait-il pas relier plutôt un paramètre surveillé comme un déplacement de bloc, une ouverture de fissure, une activité microsismique ou autre? En fait, là, ici, donc, sur le site, on a des conditions très variables. Donc, si si on veut, par exemple, faire des capteurs pour mesurer les déplacements, soit pour contrôler les fissures, donc, on a un grand site, et l'idée, c'est qu'on doit définir des conditions d'alerte pour avoir, par exemple, dans des conditions d'alerte au niveau de la nappe, mais on ne peut pas vraiment placer des capteurs, sauf si on a vraiment un site bien particulier, on veut vraiment suivre l'évolution
Ok, Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Ok, je pense qu'on va rester là pour la question. S'il y a d'autres questions, on répondra à la fin de la séance. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette présentation très claire. Donc, on va passer à la présentation de Chedid Saad, modélisation de la liquéfaction induite par les séismes, application à la tenue des barrages sismiques. Donc, Chedid. Je partage l'écran. Oui. C'est bon comme ça? C'est bon. Je peux passer en mode présentation. Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Je suis Chedid Saadé, doctorant à l'université Gustave Eiffel et inscrit à l'université de Nantes. Je travaille sur la modélisation de la liquéfaction induite par les séismes, application à la tenue des barrages sismiques, sous la direction de M. Luc Torel et les encadrants Mme Sandra Escoffier et M. Zingli. Premièrement, un petit plan de la présentation aujourd'hui. Je présente le contexte et l'objectif de mes travaux de thèse, puis le modèle physique qui va être réalisé et le modèle numérique réalisé. Ensuite, l'étude numérique, en particulier la calibration de la loi de comportement et la validation du modèle numérique. Enfin, les résultats obtenus. Puis le séisme de Calveras en 1918 jusqu'à récemment en 2011, le séisme de Tohoku au Japon, la liquéfaction a induit des importants désastres tels que l'étassement des sols, le glissement des terrains et les effondrements des structures. Ces dommages peuvent aller jusqu'à la rupture des grandes structures telles que les barrages et les remblais en surface, comme en Arménie en 1988 et au Japon en 2011. Suite aux observations historiques et afin de prévenir d'éventuels dommages, beaucoup de chercheurs sont intéressés à étudier la liquéfaction et en particulier le comportement du remblai construit sur un sol liquéfiable. En parallèle, la carte sismique de la France présente pas mal de zones sismiques. C'est pour cela l'objectif général de mes travaux de thèse est d'étudier le comportement du remblai construit sur un sol liquéfiable en prenant en compte la présence des particules fines dans le sol de fondation. Dans ce cadre, des études en centrifugeuse vont être réalisées à l'université Gustave Eiffel. En parallèle, des simulations numériques sont menées comme un complément efficace aux essais expérimentaux, mais ces simulations numériques sont effectuées en amont aussi pour concevoir le modèle physique. Dans cette présentation, vous allez voir en particulier l'étude numérique visant à étudier les effets des bords des conteneurs disponibles dans le laboratoire. Le modèle physique et numérique est construit en prenant en considération l'accélération centrifuge 60G et les dimensions des conteneurs disponibles dans le laboratoire, le conteneur rigide et le conteneur laminaire. Les dimensions à l'échelle prototype et à l'échelle modèle sont calculées en appliquant la règle de similitude. Le modèle physique est constitué de deux parties. Un sol de fondation liquéfiable d'épaisseur 15 cm et un remblai en surface de hauteur 10 cm. Le sol de fondation liquéfiable préparé par damage humide est constitué de sable ostant HN31 de densité 50%. Le remblai en surface est préparé par pluviation à sec est constitué de sable ostant aussi, mais de densité 80%. Pour l'étude numérique, vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. D'accord. L'étude numérique est effectuée avec le code de simulation OpenSys, dont le calcul se base sur la méthode des éléments finis. La loi de comportement utilisée est celle utilisée par Casas pour modéliser le sable ostant HN31. La loi de comportement avancée PM4Sand présentée par Boulanger et Ziotopoulos. Il faut définir 27 paramètres, dont 6 sont primaires pour modéliser le sable ostant HN31. Mais selon Ben Ahmed en 2001,
le mode de déposition et la préparation des échantillons a un effet sur la réponse vis-à-vis de la liquéfaction. C'est pour cela les deux parties du modèle physique, le sol de fondation et le remblai, sont modélisés par la même loi de comportement, mais des paramètres différentes. Pour la calibration de la loi de comportement PM400, la calibration est effectuée par la simulation des essais de cisaillement simple, Direct Shear Sample Test. Les résultats numériques sont comparés à des expressions analytiques mettant en évidence l'évolution du cyclic stress ratio, le rapport des contraintes cycliques, en fonction du nombre de cycles nécessaires pour initier la liquéfaction. La première équation liée à la pluviation à sec est proposée par Casas en 2020, alors que l'équation liée au damage humide est obtenue par l'ajustement aux résultats expérimentaux de Gobi en 2020. Après la calibration de la loi de comportement, la construction du modèle numérique est effectuée étape par étape. Premièrement, une colonne de sol de 15 mètres est construite par des éléments quadrilatères SS4UP utilisés pour les matériaux poreux saturés avec les conditions d'un champ libre. Les résultats numériques obtenus sont comparés à des résultats expérimentaux obtenus par Escoffier et Lee dans le projet Isolate. Après la validation de la colonne de sol 15 mètres, une colonne de sol 9 mètres est construite avec les mêmes éléments et les mêmes conditions. Les résultats numériques des chemins de contrainte sont comparés aux 9 premiers mètres du modèle de colonne de sol 15 mètres. Après la construction du modèle 9 mètres, une extension a abouti à l'obtention en 2D du modèle champ libre et du modèle avec remblai, reproduisant le modèle prototype, le modèle réel. Le modèle champ libre et le modèle remblai est aussi construit par des éléments SS4UP utilisés pour les matériaux poreux saturés. Le maillage, il est présenté ici, et le nombre des éléments et le nombre de nœuds pour chaque partie du modèle avec remblai, le sol de fondation et le remblai en surface. Pour les conditions aux limites imposées au modèle, on a deux conditions aux limites imposées, les conditions aux limites d'un conteneur rigide et les conditions d'un conteneur laminaire. Les conditions d'un conteneur rigide se caractérisent par des déplacements fixés au niveau de la base et au niveau des bords latéraux. Donc, le conteneur se déplace en bloc. Pour le conteneur laminaire, la base est fixée, mais les bords latéraux prennent les conditions d'un champ libre. Au niveau de la base des deux modèles, le modèle est excité par un signal sinus de fréquence 1.5 Hz. Différentes simulations sont appliquées au modèle pour différentes amplitudes maximales, 0,1, 0,2, 0,15, G, etc. En observant pour différentes accélérations maximales, on remarque que la liquéfaction a eu lieu pour les amplitudes maximaux supérieures à 0,2 G. Pour étudier les effets des conditions aux limites sur le sol de fondation, les chemins de contrainte, les pressions hydrauliques et les accélérations sont étudiés et comparés pour différentes positions dans le sol de fondation. Ici, vous voyez les résultats, les comparaisons pour les deux modèles, pour le conteneur rigide et le conteneur laminaire pour une accélération maximale 0,25 G. On remarque que pour les positions très proches des bords, il y a beaucoup d'effets. Ces effets diminuent en s'éloignant des bords. Mais toutefois, on remarque que la liquéfaction a eu lieu plus rapidement dans le conteneur laminaire que dans le conteneur rigide. Elle est claire ici. Pour l'effet des conditions aux limites sur la réponse du remblai en surface, pour le conteneur rigide et le conteneur laminaire, le remblai présente des déformations similaires. Il y a des tassements importants
au niveau de la partie centrale et des déformations latéraux au niveau de la base du remblai. Ces déformations sont importantes, toutefois la liquéfaction a lieu donc pour les amplitudes maximaux supérieures à 0,2 G. Et si on veut quantifier le tassement de la crête, on remarque que pour le conteneur laminaire, le tassement est plus grand que celui dans le conteneur rigide, mais cette différence n'excède pas 5%. Cette différence est estimée à 1-2 mm dans le modèle réduit centrifugé. Pour estimer les effets des bords du conteneur rigide, les paramètres obtenus par le conteneur rigide pour le modèle du conteneur rigide sont comparés au modèle parfait du conteneur laminaire parfait. Au niveau, comme on a déjà vu, les effets sont très grands au niveau des bords. Donc, la zone affectée, la largeur de la zone affectée est estimée à 8 mètres. Les zones rouges, les zones de forte influence sont fortement influencées par les bords. La zone verte, c'est la zone faiblement influencée et elle présente des comportements similaires pour la réponse avec le conteneur rigide et le conteneur laminaire. En conclusion, le modèle numérique ainsi construit aide à prédire le comportement du modèle réduit centrifugé du point de vue de la liquéfaction qui aura lieu pour une amplitude supérieure à 0,2 G. Des réponses similaires pour les deux conteneurs, dans les deux conteneurs rigides et laminaires pour le remblai en surface. La zone affectée par les bords est estimée à 8 mètres des bords. Donc, on peut dire que le conteneur rigide peut reproduire le comportement, mais de la partie de la zone centrale du modèle. Pour la suite, des confrontations avec des essais expérimentaux vont être réalisées pour consolider et valider les résultats numériques. Votre attention. Merci, Chedine. Alors, est-ce qu'on a des questions sur le chat? Voilà une question de Luc Simonin. Pourquoi avoir choisi les damages humides plutôt qu'une autre technique, par exemple la pluviation, pour les sols de fondation? Qu'avez-vous pensé des performances du modèle PM Forsend? Pour la première question, pourquoi utiliser le damage humide pour le sol de fondation? Car comme j'ai déjà dit, pour les deuxièmes phases de l'étude, on va insérer des particules fines dans le sol de fondation. Donc, par pluviation, ils seront séparés. C'est pour cela on va préparer le sol de fondation par damage humide et le remblai en surface par pluviation à sec. Car le remblai en surface ne va pas être fait on ne va pas introduire des particules fines seules dans le sol de fondation. C'est pour cela les deux méthodes pour le sol de fondation et pour le remblai. Et pourquoi ne pas utiliser le damage humide pour le remblai? Car le remblai va être plus dense, donc 80%, et le sol de fondation 50%. Donc, comme il a déjà fait par Adalier, il a fait plusieurs couches et les couches lâches sous des couches denses. Donc, il a utilisé la pluviation. C'est pour cela qu'on a utilisé la pluviation pour créer une couche douce, une couche dense sur une couche lâche. Pour la deuxième question, c'est pour la performance du modèle PM Forsend. Donc, il est déjà utilisé pour le même sol, HN31 par Casas. Donc, c'est pour cela qu'on s'est basé sur le PM Forsend et il étudie aussi la plasticité contrôlée par les rapports cycliques liés à l'état critique. Donc, on a calibré selon les rapports cycliques, les rapports des contraintes cycliques. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, attends, peut-être juste une minute, voir si quelqu'un encore avec une question.
Comment avez-vous quantifié la liquéfaction des sols? Qu'est-ce que vous voulez dire par quantifier? Elle est plus rapide dans le conteneur laminaire ou le conteneur rigide, c'est ça? Si c'est ça, par le nombre de cycles avant le déclenchement de la liquéfaction. On va voir si ça répond à la question. Ok, c'est clair. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la présentation suivante. Un grand merci, Chedid, pour cette présentation très claire. Donc, la prochaine et dernière présentation, donc Christian Noubissi, qui va nous parler de la prédiction de tassement avec un métamodèle, application sur la ligne 16. Donc, Christian. Oui, alors je partage l'écran. Alors, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette présentation. Je ne sais pas si je suis bien entendu. C'est bon, on t'entend bien et on voit ton écran. OK. Donc, je suis Christian Noubissi et je vais vous entretenir aujourd'hui sur l'utilisation des métamodèles pour la prédiction des tassements. Et nous allons l'appliquer sur le lot 1 de la ligne 16 du projet Grand Paris. Donc, cette présentation est une partie de ma thèse, une thèse en collaboration entre Tractebel et l'Université Paris-Saclay. Donc, mon directeur de thèse, c'est Guillaume Puel, et mes encadrants, Fernando Lopez Caballero et Reza Tarezadek. L'augmentation de la population dans des agglomérations entraîne une demande croissante en termes d'infrastructures de transport, ce qui oblige les pouvoirs publics à lancer des projets d'amélioration des systèmes de transport. Et dans cette perspective, dont le transport souterrain est de plus en plus privilégié. La construction de tunnels engendre des modifications de l'état d'équilibre du sol, ce qui peut occasionner des déformations et même des dégâts au niveau des structures et des infrastructures environnantes, comme l'a expliqué Tatiana au début. Donc, il est donc important de pouvoir prédire ces déformations-là afin de prendre des mesures nécessaires qui permettraient d'éviter toute catastrophe qui pourrait éventuellement se produire. Donc aujourd'hui, les méthodes les plus adaptées pour ces prédictions-là sont des méthodes numériques, notamment des méthodes avec des modélisations aux éléments finis. Seulement, on a constaté qu'il y a toujours un écart entre ce qu'on prédit en phase d'étude et ce qu'on enregistre comme données comme déformation du sol lorsqu'on escaffe ou lorsqu'on creuse un tunnel. Cet écart donc peut être dû à des hypothèses de modélisation, peut-être des hypothèses qu'on prend pour la modélisation ne sont pas bonnes. Elles peuvent également être dues à des incertitudes, peut-être aussi notamment des incertitudes sur la nature du sol. Le sol peut être mal simulé, les paramètres qu'on prend ne représentent réellement pas ce qui est. Donc, nous proposons donc dans cette présentation une nouvelle approche de suivi de tassement à l'avancement des travaux basés sur l'utilisation des métamodèles développés grâce à des méthodes d'apprentissage automatique capables d'intégrer ces incertitudes-là. Nous allons commencer par parler des méthodes numériques. L'approche tridimensionnelle aujourd'hui est celle qui essaye de représenter au mieux ce qui se passe réellement lorsqu'on creuse un tunnelier, lorsqu'on creuse un tunnel avec un tunnelier, notamment en essayant de représenter l'ensemble des pressions
qu'applique le tunnelier sur le sol. Seulement, cette méthode est coûteuse en temps de calcul et elle nécessite des ordinateurs puissants dotés d'énormes espaces de stockage. Pour essayer de pallier à cet inconvénient, nous utilisons généralement les méthodes bidimensionnelles. Il a été longtemps prouvé que la méthode de convergence confinement avec l'approche explicite est celle qui représente au mieux la réalité en 2 dimensions lorsqu'on a une connaissance claire sur les configurations des pressions appliquées. Donc, il est donc important de trouver le passage de la méthode de 3 dimensions vers cette méthode de 2 dimensions. Et pour ça, il est capital de caler une pression fictive qui représenterait au mieux l'ensemble des pressions 3 dimensions. Au début de l'excavation, des premières mesures de tassement sont enregistrées et traitées. La modélisation 2 dimensions est utilisée pour caler ces mesures en déterminant le jeu de paramètres optimal à l'aide d'une méthode d'analyse inverse optimisée. À cause des erreurs sur les mesures, des erreurs d'interprétation et même de la nature hétérogène des sols, il y a des incertitudes sur les paramètres de sol. Donc, quantifier ces incertitudes donc requiert un nombre important de simulations, ce qui rend le processus de simulation avec la méthode 2 dimensions coûteuse en temps de calcul. Les méthodes d'apprentissage automatique comme les réseaux de neurones peuvent nous permettre de quantifier ces incertitudes plus efficacement. Dans cette présentation, donc, nous allons développer des métamodèles grâce à des méthodes d'apprentissage supervisées et non supervisées qui apprendront sur un nombre de données définies du tracé de la ligne 16 et seront capables de prédire ces tassements tout au long du tracé de la ligne 16. La réussite d'une méthode numérique dépend en partie de la loi de comportement qu'on utilise pour représenter le sol. L'utilisation des lois de comportement élasto-plastique non linéaires comme la loi Hardening Soil Model with Small Strain, où la résistance du sol dépend de la déformation, représente au mieux le comportement non linéaire du sol. Cette loi de comportement est caractérisée par différents modules de déformation. Le module pour les petites déformations, un module de déchargement-rechargement, un module à 50% de la résistance limite et notamment le module eudométrique. À l'aide du pressiomètre, on est capable aujourd'hui, avec des travaux qui ont été faits, de retrouver le module eudométrique. Pour retrouver les autres modules, il est nécessaire d'avoir des essais triaxiaux précis, mais ce n'est généralement pas le cas. Alors, c'est pour cette raison qu'il y a donc des hypothèses et des corrélations qui sont faites entre ces différents modules. Bien. Alors, parlons un peu à présent du lot 1 de la ligne 16. Lors de l'excavation de cette ligne avec un tunnelier à pression de terre, des capteurs ont été placés au niveau de la roue de coupe pour enregistrer la pression au front. On a 2 configurations de pression au front. On a une première configuration où la pression en clé est égale à la pression hydrostatique. Là, sur le schéma présenté, la pression au front est représentée par la courbe, par le trait noir, en noir. Et puis, l'autre configuration, c'est où la pression au front est plus grande que la pression hydrostatique. Donc, à cause de la surcoupe de la roue, il y a un vide qui est créé entre le bouclier et le sol. Il peut y avoir donc une communication entre ce qui se passe au front et ce qui est autour du bouclier. Donc, dans ce travail, on a pris pour hypothèse de partir simplement avec la première configuration pour éviter une suppression autour du bouclier, pour éviter d'intégrer une suppression autour du bouclier. Donc, des simulations 3 dimensions sont effectuées. Alors, comment ces simulations sont faites? On a une configuration 3 dimensions, pression au front, pression d'injection et autour du bouclier.
Donc, on fait des simulations en changeant la pression au front, d'autres simulations en changeant la configuration autour du bouclier et le dernier jet en changeant la pression d'injection. On essaye de regarder l'influence de ces trois configurations-là sur le tassement maximal. On se rend compte que la pression au front, son influence comparée à la configuration autour du bouclier et la pression d'injection est faible. Ensuite, pour chaque configuration 3 dimensions, nous faisons une modélisation 2 dimensions dans le but de caler le tassement maximal et de retrouver la pression fictive qui a permis de caler ce tassement maximal-là. On essaie donc de voir l'influence de la pression du bouclier et de la pression d'injection. Là, on a simplifié, on n'a pas pris en compte la pression au front. On a donc, à partir de là, déterminé une formulation pour cette configuration. On a déterminé une formulation qui nous permet, à partir d'une configuration 3 dimensions, de retrouver la pression fictive à appliquer en 2 dimensions pour avoir le même résultat en termes de tassement. Parlons à présent du calage du modèle numérique. Jusqu'ici, nous avons parlé de la pression fictive. Nous allons maintenant expliquer comment traiter les incertitudes sur les paramètres du sol afin de caler le modèle numérique. Pour cela, nous proposons une méthode d'analyse inverse. Elle se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'enregistrer les observations, qui sont les données réelles. Ensuite, la deuxième étape, développer un modèle numérique en prenant en compte des paramètres d'entrée. Des paramètres d'entrée qui sont pour nous des variables. Nous sommes partis tout simplement sur des modules de déformation nous avons fait l'hypothèse sur les modules de déformation des différentes couches. Et dans le cahier B de l'ensemble des essais de la ligne, on a la distribution de ces modules de déformation-là. Donc, nous intégrons donc, le module de déformation comme variable. Ensuite, nous calculons notre modèle, nous calculons le résultat de l'élément fini est comparé aux observations. Pour faire cette comparaison, il y a ce qu'on appelle une fonction d'erreur ou bien une fonction objective, où à chaque fois que nous... Votre micro est coupé. Votre micro est coupé. On vous entend plus là. Votre micro apparaît coupé. Ah, ça y est, on vous entend à nouveau là. Ok, on voit plus les transparents. Oui, là c'est bon. C'est bon, c'est bon, okay. Super. J'espère que je ne vous ai pas perdu. C'est 30 secondes, même pas. D'accord. Donc, bon, je pense que... Alors, ici, en fait, je présentais le résultat de la méthode d'optimisation que nous avons proposée. Donc, vous pouvez voir sur la figure de droite le résultat initial et le résultat final. Le résultat initial, c'est la courbe en orange. Le résultat final, c'est la courbe en bleu. Nous avons essayé de caler les observations qui sont des points en vert par l'approche de Peck. Et avec donc la valeur du tassement maximal et le point d'inflexion qui représente en quelque sorte la largeur de la cuvette de tassement, on peut déterminer la cuvette transversale de tassement. Donc, on est capable de trouver la pression fictive, on est capable de trouver, de caler sur des observations, de retrouver les paramètres du sol qui permettent d'obtenir les mêmes valeurs que les observations. Maintenant, nous allons donc parler de la métamodélisation. Pour créer un métamodèle capable de prédire la cuvette de tassement à l'avancement des travaux, nous avons besoin de construire une base de données. Pour cela, nous sommes partis sur le profil de la ligne 16. Nous avons défini des coupes et sur ces coupes, nous avons effectué des simulations numériques.
des simulations numériques avec des premières hypothèses qui sont calées sur des résultats réels. Donc, on utilise les premiers 100 mètres ou 200 mètres d'avancement du tunnelier. On a des résultats, on cale les résultats numériques sur ce tronçon. On extrapole pour avoir notre base de données. Donc, chaque coupe est définie par l'épaisseur des différentes couches de sol, par la pression fictive qui est indépendante de chaque coupe. On a montré comment calculer cette pression fictive. Je rappelle que sur ce tronçon, nous avons toutes les données qui concernent les pressions 3D appliquées par le tunnelier. Pour chaque coupe, on connaît la couverture, on connaît la position du tunnel. Donc, on développe dans notre base de données. Il est donc temps de créer et d'entraîner notre métamodèle. La méthodologie utilisée, donc, c'est un couplage entre un algorithme d'apprentissage non supervisé et un algorithme d'apprentissage supervisé. L'apprentissage non supervisé, c'est le K-means, qui permet de classer les données en clusters. Ça prend des données, ça essaie de comprendre les données, ça regroupe ces données entre elles. Est-ce que je ressemble plus à ça? Oui, non, je regroupe. L'apprentissage supervisé, les réseaux de neurones, permet à l'aide des paramètres d'entrée, de déterminer des paramètres de sortie. Pour ça, il faut entraîner ce modèle. Donc, on a essayé de développer 2 bases de données pour étudier l'influence de la dimension de la base de données. Parce que si par coupe, on fait 50 simulations, à la fin, on a quand même 750 simulations qui est important. Par contre, si on fait 10 simulations, on a 150 simulations, on gagne en temps de calcul. On le fait, mais comment est-ce que ça influence sur les résultats de notre métamodèle? Alors, sur ces figures, on voit l'évolution du coefficient du coefficient de régression R carré, l'évolution en fonction du nombre de clusters. Pour la base de données, la grande base de données, c'est-à-dire 50 simulations par coupe, on peut déterminer le tassement maximal avec un métamodèle et le point d'inflexion avec un autre métamodèle. Et puis, on voit donc que la dimension de la base de données, à partir de 15 clusters, on a pratiquement les mêmes résultats entre le métamodèle entraîné avec la grande base de données et le métamodèle entraîné avec la petite base de données. Ensuite, on a essayé de faire une comparaison entre le résultat métamodèle et le résultat élément fini. Pour nous, le résultat métamodèle, c'est notre prédiction et on peut supposer que le résultat élément fini, c'est nos observations. Donc, pour le tassement maximal, on voit que le métamodèle entraîné avec la grande base de données et le métamodèle entraîné avec la petite base de données ont une moyenne qui est égale aux observations. Alors, pour faire cette comparaison, on a utilisé un coefficient qu'on appelle le coefficient résiduel qui compare effectivement les observations des prédictions. Si ce coefficient est nul, on a les observations parfaitement égales aux prédictions. En ce qui concerne le point d'inflexion, on a que le métamodèle surestime le point d'inflexion dans les deux cas. Donc, on entraîne le métamodèle, que ce soit avec la grande base de données, que ce soit avec la petite base de données, on a une surestimation. Mais on peut remarquer que le métamodèle prédit mieux le point d'inflexion parce que si vous voyez l'écart entre la borne inférieure et la borne supérieure comparé à celui du tassement maximal où on a d'un côté 0,6 et de l'autre moins 0,6 et plus 0,6, quand on le compare avec celui du point d'inflexion, on peut très bien voir que le métamodèle prédit mieux le point d'inflexion que le tassement maximal. Mais les résultats sont très bien validés avec le coefficient RE, le coefficient de régression R carré. En conclusion, alors dans cette présentation, il était question de montrer comment on peut prédire les tassements à l'avancement avec un métamodèle. Le métamodèle a été développé avec un couplage entre le K-means et les réseaux de neurones.
dû au fait qu'on n'a généralement pas assez de données pour entraîner le métamodèle avec des résultats réellement observés, on a développé à l'aide des méthodes numériques, notamment des calculs aux éléments finis, on a développé on a calé premièrement les méthodes numériques sur les observations. Il est important de caler sur plusieurs coupes afin d'être sûr du bon jeu de paramètres que l'on prend. Ensuite, on a développé une base de données avec des simulations numériques. On a essayé d'étudier l'influence de la dimension de la base de données parce que la dimension de la base de données a une influence sur le temps de calcul numérique et ça a un coût. Et enfin, on a fait une validation de ces données et des résultats. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, mais merci pour cette présentation très intéressante. Donc, je ne sais pas si Alexandre doit avoir un problème, donc je vais regarder. Hop, le chat. Ah, le micro d'Alexandre a été coupé. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, s'il vous plaît. Alexandre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, désolé, mon microphone a été coupé aussi, je n'arrivais pas à le remettre. Ok, je te rends la main, Alexandre. Merci beaucoup pour ces coups de main, Olivier. Merci beaucoup, Christian, pour cette présentation. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les chats? Donc, on attendait pour l'instant, il n'y a pas de questions. Voilà, on a une première question qui apparaît. Combien de données seraient nécessaires pour mettre au point un métamodèle? Je ne saurais répondre à cette question parce que une chose est sûre, c'est que plus on a des données, mieux le métamodèle est précis. Une autre chose, c'est que la méthodologie pour créer le métamodèle dépend fortement et en même temps, tu peux avoir beaucoup de données comme tu peux avoir très peu de données et tu peux, en fonction de la façon avec laquelle tu développes ton métamodèle, avoir un modèle précis ou pas. Les réseaux de neurones travaillent avec des paramètres qui peuvent influencer le résultat. Mais c'est clair que plus on a des données fiables, mieux c'est. En même temps, lorsqu'on a encore énormément de données, on peut surapprendre. Si on utilise énormément de données pour apprendre, pour entraîner le modèle, on peut créer un surapprentissage. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec beaucoup de données, c'est mieux. Maintenant, la chose importante, c'est de savoir comment est-ce que je gère les données pour éviter des désagréments. Donc, je ne peux pas donner vraiment une réponse pour dire il faut 1000 données, il faut 2000. Ça dépend. Et avec cette méthode, on a vu qu'en faisant ce couplage K-means, réseau de neurones, le fait de classer les données, de regrouper les données entre elles, des données qui se ressemblent entre elles et dans chaque cluster de prendre des données pour apprendre et de prendre des données pour entraîner, on voit quand même qu'on essaye pour l'apprentissage ou alors pour entraîner le modèle, on essaye d'explorer l'ensemble des univers possibles. Donc, en utilisant cette démarche, on peut facilement, avec très peu de données, avoir des résultats intéressants. Donc, ça dépend de la personne, ça dépend de la méthode utilisée. Donc, je ne peux pas vraiment donner un chiffre. Merci. Il y a une prochaine question sur le chat. Pourquoi vous avez choisi K-means et les raisons de neurones comme méthode spécifique à appliquer? Et quels sont les critères de ce choix? Alors, pourquoi j'ai choisi? Je n'ai pas testé d'autres méthodes. J'ai pas testé d'autres méthodes. J'ai lu, je me suis inspiré de la littérature. Généralement, comme ça a été présenté dans des présentations qui m'ont précédé,
la majorité utilise des réseaux de neurones. Il y a différentes personnes, donc différentes approches. Il y a des gens qui couplent le réseau de neurones avec d'autres méthodes d'apprentissage. Moi, le K-Means m'a paru très simple à faire et la compréhension est facile. C'est facile de comprendre ce qui se passe, c'est facile de visualiser même ce qui se passe. Donc, probablement, il y a d'autres méthodes qui existent, mais celle que j'ai testée, c'est ce couplage K-Means, ces réseaux de neurones. J'ai essayé de faire un travail seul avec les réseaux de neurones et je vois effectivement la différence entre les résultats que j'ai en faisant ce couplage et en appliquant simplement les réseaux de neurones. Ok, merci. Alors, il y a une prochaine question. Y a-t-il une relation entre la nature de la roche et le nombre de données nécessaires? Alors, le nombre de données nécessaires, c'est nous qui avons pris pour hypothèse simplement de travailler avec les modules de déformation comme paramètres d'entrée. Notamment, alors, en fonction de la loi de comportement, il y a des paramètres. Et comme j'ai expliqué, il y a des incertitudes surtout. Rien n'est déterministe comme on le prétend dans la pratique. Rien n'est déterministe. Donc, pour un travail efficace, effectivement, il faudrait quantifier toutes ces incertitudes-là. C'est-à-dire, si je prends simplement une loi de comportement comme Moore, Coulomb, où on a simplement les paramètres de plasticité, cohésion, angle de frottement, il faut les quantifier. Le module de déformation, il faut les quantifier. Donc, on a par couche de sol, on a des incertitudes. C'est pour cela que les essais qui sont faits sont vraiment très importants pour essayer vraiment de donner une distribution une distribution sur les valeurs de ces paramètres-là pour que ça soit effectivement facile de quantifier ces incertitudes-là et de voir l'effet de ces incertitudes-là sur les résultats qu'on attend, notamment ici sur le tassement. Donc, la question sur est-ce qu'il y a un nombre de paramètres en fonction de la roche, ça dépend. Ça dépend de la loi de comportement qu'on utilise. Et comme j'ai dit, il y a des incertitudes partout. Ok, merci. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Là, on est sur les 10 dernières minutes de la séance. Donc, si au public, vous avez des questions sur d'autres présentations, on pourrait faire les liens. Je vois qu'il y a une autre question qui apparaît. Une complément de question, en fait. En fait, ma question elle est la suite de celle d'Odile. Le nombre de données nécessaires au métamodèle varie-t-il beaucoup en fonction du sol rencontré? Donc encore à Christian, la question. Oui, encore ça revient sur la variation du nombre de données pour avoir un métamodèle fiable. Est-ce que ça dépend de la couche rencontrée? Alors, ça dépend. Alors, en fait, le métamodèle, ce qu'on fait du métamodèle, alors on lui dit, je te donne des paramètres d'entrée, tu me donnes des paramètres de sortie, mais a priori, je t'entraîne. Donc, pour expliquer cela facilement, peut-être, je vais un peu emprunter la présentation de Tatiana, où elle travaille sur la ligne 15 sud et je crois 14. Donc, initialement, le métamodèle qu'elle va entraîner ou qu'elle a déjà entraîné, je ne sais pas, tout ce qu'elle donne au métamodèle, c'est la poussée du tunnelier, c'est ceci, la pression au front, c'est ceci, la pression d'injection, c'est ça, le couple d'avancement pour la roue de coupe, c'est ça. On a le tunnel est à telle profondeur, on a différentes couches, on a différentes épaisseurs. Je ne sais pas. Donc, alors, s'il faut juste rester sur ça, on peut essayer de quantifier le nombre de paramètres à donner. Maintenant, plus le nombre de paramètres est important, plus c'est un peu, il faut énormément de données. Donc, et ces paramètres-là, donc, n'ont pas la même influence sur le résultat. D'où il est important, après avoir développé un métamodèle, il est important de faire une étude de sensibilité sur ces paramètres afin de les réduire. Parce que c'est toujours pénible et difficile de travailler avec beaucoup de paramètres.
Or, si on travaille avec des paramètres les plus influents, c'est vrai qu'on biaise le résultat, mais c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus compréhensible. Ok, merci. D'ailleurs, si Tatiana veut compléter ou apporter quelque chose, vu qu'elle a été... Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Christian a bien tout dit. Ok, donc encore, si vous avez d'autres questions sur d'autres présentations, là, sur les 5 présentations, c'est le moment. Je vais attendre un peu quelques minutes, voir s'il y a des questions supplémentaires qui apparaissent. Entre-temps, oui. Même si c'est juste pour des éclaircissements complémentaires. Hein. Tout à fait, n'hésitez pas, même s'il y a des questions très particulières, très ponctuelles. Donc, entre-temps, je profite pour vous rappeler, à tous les docteurs et jeunes chercheurs qui sont au public, l'appel à candidature pour les prix Kerizel 2022 est ouvert et il sera ouvert jusqu'au 28 janvier. Donc, n'hésitez pas à candidater si cela vous intéresse. Et les prochains webinaires du CFMS qui aura lieu le 8 février prochain, donc à propos de la valorisation des terres excavées. Donc, ce webinaire sera tenu en 2 parties. Le 8 février, c'est la partie 1 et la deuxième partie en mars. Donc, comme d'habitude, tous les deuxièmes mardis du mois, il y a un webinaire du CFMS. Que je vois que pour l'instant, il n'y a pas plus de questions. Et le prochain webinaire des doctorants aussi. Tout à fait, merci Olivier. Donc le prochain webinaire des doctorants, donc là l'idée c'est de faire un 2 fois par an. Donc le prochain webinaire des doctorants qui devrait avoir lieu en juillet. C'est ça Olivier? Le 5 le juillet. 5 juillet. On a la date déjà fixée. Ok. S'il n'y a pas plus de questions, Olivier, si tu veux dire un dernier mot. Merci beaucoup à tous les doctorants là, qui ont présenté aujourd'hui pour cette présentation très intéressante. Et puis, on va continuer ces webinaires sur ce rythme de 2 fois par an. Et donc, je rappelle, l'appel à proposition partira, je pense, en mars. Et c'est sur le premier arrivé, premier service, sachant qu'il y aura 5 présentations. Voilà, donc n'attendez pas la date limite pour soumettre vos résumés et puis vous inscrire. Merci Alexandre. Merci Olivier. Bon, un grand merci aux 5 doctorants qui ont participé et un grand merci à tout le public. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Merci Merci et beaucoup. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au Bonne revoir, journée. bonne journée. Au revoir.